Bonsoir à tous. Dernière session de ce post-ESMO de Gustave Roussy et on va parler des tumeurs thoraciques qui, congrès après congrès, nous apportent de bonnes nouvelles depuis quelques années. J'ai la chance d'avoir avec moi Cécile Lepéchou, radiothérapeute, et Benjamin Besse, mon chef de département préféré, oncologue médical. Et il y a un dress code, ils ont tous les deux une cravate féminine ou masculine. Moi, non, désolé. On y va. Cécile, si tu veux bien, on commence avec toi, avec peut-être les tumeurs localisées pour avancer dans la maladie. Des nouvelles à la fois en adjuvant, en néoadjuvant. Absolument. Donc, je parlerai des traitements adjuvants et des traitements finalement néoadjuvants, en sachant qu'évidemment, il y a des thérapeutiques ciblées, il y a de la radiothérapie post-opératoire et il y a de l'immunothérapie, bien sûr. Alors, donc j'ai commencé par Adora, qui avait été bien sûr présenté en plénière à l'ASCO. Donc, un bref rappel sur Adora, qui est un essai adjuvant, donc s'adressant à des patients de stade 1B à 3A qui pouvaient avoir une chimiothérapie adjuvante ou pas. Et donc, ils étaient randomisés entre osimertinib et placebo. Donc, il y a 682 patients, comme vous voyez, qui ont été inclus. Donc, les données de DFS ont été données à l'ASCO. Et là, c'était un peu les modalités de rechute, et avec un focus sur les métastases cérébrales qui sont bien sûr un réel problème dans les cancers du poumon. Donc, en fait, en termes de DFS, en fait, on avait pu montrer qu'il y a en fait un gain incroyable chez les patients qui ont l'osimertinib par rapport au bras contrôle, 90% versus 44% à 2 ans. Et on voit ici qu'il y a également, en fait, il y a un hazard ratio de 0,18, donc très important en termes de risque de rechute de métastases cérébrales. Alors, ce que l'on voit dans ces patterns de rechute, vous voyez que en fait, on a beaucoup plus de patients qui rechutent dans le bras placebo. Alors, quand on dit placebo, je le redis, mais il y en a 60% qui avaient une chimiothérapie adjuvante, 40% n'en avaient pas. Et après, ils ont pu ou ne pas avoir de l'osimertinib. Donc, on voit en fait, comme souvent, que l'événement métastase cérébrale est bien sûr important. Voilà. Alors, est-ce que finalement, en fait, le discutant a mis en fait, a reparlé de CITONG, qui est, disons, une des études qui a évalué en adjuvant également une TKI, mais le gefitinib. Et ce que l'on voit, c'était bien sûr l'objectif principal dans les deux essais était la DFS. On voit évidemment que les résultats de l'étude actuelle sont, on a l'impression, bien supérieurs. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour l'étude de CITONG, là, en fait, il n'y avait pas de bénéfice sur la survie globale. La DFS ne se traduisait pas par un bénéfice sur la survie. Et je pense qu'il est évident que les résultats sont impressionnants pour l'étude Adora, mais il est certain qu'on a quand même des données qui sont loin d'être très matures. En fait, donc là, le délai est quand même assez court, le follow-up. Donc, ça sera important de suivre cette étude. Alors, l'autre étude... Je te coupe juste Oui. en termes justement d'approbation, de disponibilité. En Europe, en tout cas, on attend des données de survie globale avant que le dossier soit soumis, avant qu'on puisse avoir ce traitement pour les patients. Ou est-ce qu'à partir de ces données, on peut espérer une AMM? Non, on devrait avoir une AMM puisque c'est la DFS qui est le critère principal de jugement et c'est ce qu'on voit. C'est un critère principal de jugement qui est accepté par les autorités de santé. Les études qu'on aura bientôt, j'espère, d'immunoadjuvantes ont aussi la DFS en critère principal de jugement. Tout à l'heure, on a vu Caroline Robert nous présenter les études mélanome, c'était aussi la DFS.
Ok, merci Benjamin. Lungart, allez. Alors Lungart, ben, là aussi, en fait, c'était la DFS qui était le critère principal. Donc une étude complètement différente, évidemment, puisque là, il n'y avait que des patients stade 3A, N2 qui étaient inclus. 501 patients qui ont été inclus. Ils pouvaient avoir une chimio ou adjuvante ou une chimiothérapie préopératoire. Et donc, les patients étaient randomisés entre pas de traitement complémentaire ou une radiothérapie de clôture, on va dire 54 grès en 5 semaines et demie. Donc l'objectif était de montrer une amélioration, disons, de la DFS en se basant sur évidemment les résultats qu'on avait au moment où on a démarré l'étude, parce que nous, en fait, l'étude, elle a duré 11 ans quand même. C'est toujours difficile, les stades 3, de mener ces études. Donc, les résultats en termes de DFS, eh bien, on voit qu'il y a une amélioration de la DFS à 3 ans, du bras porte sur le bras contrôle, mais cette amélioration de 15% n'est pas significative. Le hazard ratio est à 0,85. On voit qu'en termes de survie globale, les résultats en fait sont bons. En fait, on a vraiment, c'est des patients qui, pour la plupart, ont été bien sélectionnés avec un PET scan, qui ont été bien traités avec une chimiothérapie adjuvante. Mais on voit que dans la composante donc de cette DFS, c'est intéressant de voir qu'en termes de rechute médiastinale, bien sûr, il y a beaucoup moins de rechute médiastinale dans le bras porte par rapport au bras contrôle. On s'est divisé de moitié. Mais par contre, on a plus de décès dans le bras porte. Alors, si on analyse ces décès, on voit que dans le bras contrôle, il y a plus disons, de décès par chute. Par contre, dans le bras porte, il y a plus de décès d'origine cardio-pulmonaire. Il n'y avait pas vraiment de problème de toxicité liée à la radiothérapie, du moins directement. Alors, bien sûr, ces données vont donner lieu à des analyses complémentaires, mais en tout cas, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu des résultats qui étaient bien meilleurs que ceux sur lesquels on s'était basé pour faire notre hypothèse statistique. Mais en fait, il est certain qu'on ne peut pas considérer que la radiothérapie post-opératoire puisse maintenant être considérée comme un standard chez tous les patients qui ont été opérés de façon complète pour un stade 3A N2. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'analyses à venir et qui peut-être permettront de voir s'il y a des patients qui éventuellement peuvent bénéficier de cette radiothérapie. Et pour ceux qui nous écoutent, alors évidemment, les résultats ne sont pas une bonne nouvelle, on aurait espéré un bénéfice, mais qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle en RCP dans vos pratiques? Vous avez arrêté complètement la radiothérapie adjuvante ou vous la gardez sur certaines indications? Alors, en fait, chez les patients R1 et R2, la radiothérapie post-opératoire est réalisée en général. Donc, quand on a un peu une crainte éventuellement avec plein de stations ganglionnaires envahies en rupture capsulaire où on peut se dire que peut-être les patients sont plutôt R1 éventuellement, mais sinon de façon standard, vraiment on ne Enfin, de toute façon, déjà avant, on attendait les résultats de Lungart. On était plutôt dans le versant, on ne donne pas de radiothérapie post-opératoire chez la plupart des patients en dehors de... Voilà, en attendant les résultats. Et une DFS à 47% à 3 ans, alors qu'on est sur des stades 3 et 2, on peut la comparer à l'étude de Adora, qui était, je crois, de 27% à 3 ans, alors qu'on avait des stades 2 et 3. Ça montre bien que la population d'Adora est probablement bien moins sélectionnée et peut-être moins bien opérée aussi. Est-ce que tu crois justement que c'est un biais de sélection dans Lungart ou qu'au contraire, ce sont les progrès thérapeutiques de la chirurgie, de la chimiothérapie adjuvante qui ont permis ce bénéfice même? Moi, je pense vraiment qu'en fait, on a plus de 90% de nos patients ont eu un PET scan. Donc, en fait, et ça, c'est très
différent de la plupart des études adjuvantes qui ont été publiées. Alors là, par exemple, dans ADORA, on n'a pas c'est un cette PET scan donnée. post-opératoire négatif. Non. Ou un PET scan préopératoire qui permet de savoir ce qu'on opère. Pré-thérapeutique, bien sûr. Non, le PET scan post-opératoire n'est vraiment pas un standard, en fait. Et donc là, non, il n'y avait pas de PET scan post-op. OK. D'autres nouvelles en adjuvant ou néoadjuvant? Alors, d'autres nouvelles, eh bien, en fait, juste un petit mot sur Pacifique, qui est évidemment l'étude qui a modifié le standard thérapeutique chez les patients de stade 3 inopérable, j'insiste sur ça. Donc en fait, ça a été présenté avec les données de survie globale à 4 ans. Et j'ai mis à côté en fait l'étude Lungart, où en fait on a les données de 3 ans à 3 ans de plus supérieur à 66%. Et en fait, ce petite diapo qui est fruit d'une collaboration avec Benjamin, un peu osée, mais pour dire qu'en fait, dans les stades 3, je pense que la chirurgie a une part également importante, parce qu'il y a des gens qui commençaient à dire, mais finalement, Pacifique, la chirurgie va disparaître disons, de la stratégie thérapeutique des stades 3, et je pense que bien non, en fait, mais certainement, il faut apprendre à mieux intégrer nos traitements. Et personnellement, je pense qu'en fait, chez les patients qui sont bien opérés, un traitement seul, un traitement local seul, probablement est suffisant chez ces patients qui sont à haut risque aussi, non seulement de rechute, mais également de complications cardiaques et pulmonaires. Alors, l'immunopréopératoire, il y a eu plusieurs études qui ont été présentées, dont Princeps, qui est une étude qui a été présentée par Benjamin, bien sûr, et qui est une étude en fait monocentrique. Et à ce titre, en fait, c'est important de noter que, par exemple, 100% des patients ont pu être opérés. Donc ici, en fait, par rapport à d'autres études, il n'y avait qu'une seule injection d'athéso et les patients étaient opérés. En fait, dans les 4 semaines qui suivaient, il y a évidemment, ils ont été très bien sélectionnés, très bien monitorés, aussi bien au niveau de l'imagerie qu'au niveau en fait de cellules circulantes, DNA circulant, comme le montre très bien ce schéma, et en fait aussi avec toute une série de recherches translationnelles qui vont être faites sur du tissu frais, ce qui est quelque chose de vraiment très important par rapport aux autres études. Donc le taux de réponse majeur en fait pathologique est de 14%, donc plutôt inférieur par rapport à d'autres études qui ont été présentées. Et ici, en fait, il y a un schéma qui a été... vous voyez qu'on voit toutes les études d'immuno néoadjuvantes et également les études d'immuno et chimiothérapie combinée néoadjuvant, où on a l'impression, évidemment, que les résultats en termes à la fois de réponse complète et de réponses pathologiques majeures sont évidemment supérieures. Donc voilà, donc pas mal de données, et en fait, je dirais juste un petit cocorico aussi, parce que finalement, en séance plénière ou en séance orale, il y avait en fait pas mal de présentations françaises. Merci Cécile. On avance peut-être avec les stades métastatiques, si tu peux mettre ça dessus, voilà. Vas-y. Oui, le gros était sur les stades localisés, les stades métastatiques. On a surtout des signaux. Alors, on a une étude randomisée qui est intéressante à analyser, c'est l'étude Crohn chez les patients qui ont un cancer bronchique non à petites cellules
avec un réarrangement ALK. C'est 3 à 5% de nos patients. Ces patients, aujourd'hui, peuvent être traités par un inhibiteur de première ou deuxième génération, plus souvent par un deuxième génération, mais au moment où cette étude est créée, c'est le crizotinib, l'inhibiteur de première génération, qui est le standard et qui sera donc le traitement du bras contrôle, comparé au lorlatinib, un inhibiteur de troisième génération. Cette étude a une population classique, on autorise les métastases cérébrales et il n'y a pas de crossover possible, mais on sait que ce sont pour la majorité des patients du bras contrôle qui vont pouvoir accéder à un inhibiteur de génération suivante, de deuxième génération. PFS, critère principal de jugement, très positif avec un hazard ratio assez profond à 0,28. La survie du bras crizotinib est peut-être un tout petit peu moins bonne que celle qu'on attendait, mais le hazard ratio reste extrêmement impressionnant. Un très bon taux de contrôle intracrânien. Les patients dont la tumeur est ALK positive développent plus de métastases cérébrales, jusqu'à 80% pendant l'histoire de la maladie, 27% là à l'inclusion, et donc un contrôle cérébral qui reste très impressionnant. On sait que le lorlatinib pénètre très bien de la barrière hématoméningée. Des toxicités très différentes et que je qualifierais de non conventionnelles, qui font que on peut être parfois un peu timide sur la prescription de lorlatinib, avec par exemple des perturbations du bilan lipidique qui ne sont pas habituelles avec ces traitements, qui sont dose dépendants, qui se contrôlent, des modifications de l'humeur, une mémoire immédiate un peu moins fonctionnelle, parfois quelques douleurs. Voilà un profil d'effet secondaire qui n'est pas celui qu'on attend avec les inhibiteurs d'ALK et qui peut freiner un petit peu la prescription. Et quand on compare les 3 dernières études qu'on a eues chez les patients avec tumeur ALK, dont le bras contrôle est le crizotinib, ALTA avec le brigatinib deuxième génération, hazard ratio 0,48, ALEX avec l'alectinib, hazard ratio 0,43 et Crohn, hazard ratio 0,28, étonnamment, on a senti une frilosité sur la prescription d'emblée du lorlatinib parce que le profil d'effet secondaire est un peu non conventionnel par rapport aux deuxième génération, peut-être plus simple à gérer au quotidien. Est-ce qu'on a une idée de la physiopathologie des effets centraux? On pense que c'est parce qu'il y a une très bonne pénétration et du coup, c'est des effets cérébraux. Alors, probablement pas liés à ALK seulement, mais d'autres choses. Il y a par exemple une prise de poids qu'on explique encore pas très bien. D'accord. Alors, une confirmation qu'on attendait beaucoup, qui est celle de l'activité du premier inhibiteur de Caras G12C. Donc, on sait qu'à peu près, on a 13% des non-épidermoïdes, donc le sous-type le plus fréquent dans le cancer bronchique, qui ont une mutation Caras G12C. C'est à peu près 30% qui ont Caras, mais G12C est le plus fréquent. Et le sotorasib, donc l'AMG 510, a été testé dans une étude de phase 2, dont on a des données un petit peu plus matures, essentiellement des fumeurs, c'est le profil qu'on attend pour les Caras, et surtout des patients très pré-traités, troisième ligne ou plus pour plus de 75% des patients. Alors, on savait qu'il y avait un bon taux de réponse, 35%, on le confirme. Ce qu'on n'avait pas, c'est la PFS à 6,3 mois et la durée de réponse qui est à 10,9 mois. Certains ont été un peu déçus par les PFS parce qu'on s'attend dans le cancer avec des addictions, cancer bronchique avec des addictions, plutôt un peu plus de 9 mois de PFS, mais finalement, on est par rapport à un traitement de deuxième ligne qui serait le docetaxel, par exemple, avec une PFS à moins de 3 mois, probablement beaucoup plus actif. Et aujourd'hui, le sotorasib est développé en deuxième ligne, après combinaison de chimio et d'immunothérapie contre docetaxel dans une étude de phase 3. Un profil d'effet secondaire qui était tout à fait favorable, 18% de grade 3 et plus, mais essentiellement des tox hépatiques dose dépendantes. Et puis enfin, quelques signaux sur l'osimertinib. Alors l'osimertinib, c'est l'inhibiteur de GFR de troisième génération qu'on prescrit maintenant le plus souvent en première ligne thérapeutique. Et en cas de résistance à l'osimertinib, c'est la chimio qu'on utilise. 3 signaux. Alors le premier signal, c'est amivantamab et lazertinib. Lazertinib, c'est un inhibiteur de troisième génération, un peu un MeToo de l'osimertinib, qu'on combine avec l'amivantamab, qui est un anticorps anti-EGFR, anti-MET. L'intérêt, c'est qu'on a un double blocage sur EGFR, le TKI, l'anticorps, plus un anticorps anti-MET, la surexpression de MET étant le premier mécanisme de résistance à l'osimertinib. Et on a, dans une population qui résiste au TKI, un effet plutôt positif. On est en post-osimertinib avec 36% de taux de réponse, donc une association à suivre. Aujourd'hui, qui est développée en première ligne contre l'osimertinib seul, dans un essai de phase 3.
Deuxième signal, osimertinib plus savolitinib. Alors là, on associe un inhibiteur de GFR à un inhibiteur de MET chez des patients qui expriment MET avec un effet assez intéressant, une combinaison qui sera aussi à suivre en situation de progression. Et puis le patritumumab deruxtecan, qui est un ADC anti-HER3, donc un immunoconjugué, une chimiothérapie intelligente, qui cible HER3 et HER3 est toujours exprimé en cas de résistance aux inhibiteurs de GFR. Et on a un taux de réponse de 25% avec une toxicité de chimiothérapie. Il y a de l'alopécie, de la neutropénie, de la thrombopénie. Mais intéressant parce que quel que soit le profil de résistance, une surexpression de MET, une mutation de résistance, ça fonctionne. Un petit clin d'œil quand même au Blue 945, qui est un inhibiteur de 4e génération qu'on attend beaucoup, qui inhibe GFR, mais uniquement si on a la mutation de résistance T797 et 16797S. C'est un triplet qu'on va trouver assez peu quand on va utiliser l'osimertinib en première génération, mais c'est un signal très positif. On développe des inhibiteurs de nouvelle génération. Et enfin, sur l'immunothérapie, on ira très vite avec l'immunothérapie en monothérapie en première intention, le cimiplimab, un nouvel inhibiteur de PD1 qui a un effet qui semble assez similaire à celui qu'on a avec le pembrolizumab en première ligne, et on devrait avoir une AMM dans cette indication. Et puis les anti-TIGIT, on en parle beaucoup. On avait vu à l'ASCO l'association anti-TIGIT, anti-PDL1, c'était le tiragolumab avec l'atezolizumab contre l'atezolizumab alone, et seul, et quand PDL1 était fortement exprimé à l'intérieur de nos patients, un effet assez intéressant de l'immunothérapie combinée, sauf que le bras contrôle était quand même un peu décevant. Et on a un deuxième médicament, le vibostolimab, qui est aussi un inhibiteur de TIGIT, qu'on a ici chez des patients naïfs d'immunothérapie associés au pembrolizumab. Alors des données qu'on a beaucoup interprétées, surinterprétées, une PFS à 8 mois qui est assez jolie chez les patients PDL1 positifs, mais une toute petite population, donc simplement un signal et une classe à suivre. Merci beaucoup Benjamin. Toute une série de bonnes nouvelles et de raffinement en fait de choses qu'on connaissait. Peut-être, je sais pas ce que tu en penses, peut-être que le plus original, c'est d'avoir enfin un traitement pour les patients KRAS. C'est clairement l'avancée. On s'attend vraiment à ce que la phase 3 contre docétaxel soit positive compte tenu des données de PFS et de réponse. La grande question, c'est la place d'un médicament comme ça en première ligne, parce que 6 mois de PFS, c'est ce qu'on attend avec une chimio-immuno, voire peut-être un peu mieux avec chimio-immuno. Mais qu'est-ce que donnera ce médicament combiné à l'immunothérapie en première ligne? Ce sera la grande question. D'abord, est-ce que c'est possible en termes de tox et est-ce que c'est efficace? Et puis j'ai envie de dire que comme finalement on a vu ALK, le lorlatinib de l'inhibiteur de 3e génération, on a envie de dire que c'est simplement la preuve du concept et que c'est en première génération et qu'on fera mieux plus tard. Et est-ce que, pour rester dans la 2e ligne, est-ce qu'un mariage avec un taxane serait envisageable, étant donné le profil de tolérance que tu Oui, décris? tout à fait. Le profil de tolérance est bon. Donc, un mariage avec taxane, avec une chimioplatine plus immuno, tout ça s'envisage. Ok, super. Bon, des bonnes nouvelles. Merci beaucoup à tous les deux. Et écoutez, on va clore cette soirée, donc ce post-ESMO de Gustave Roussy, avec ces belles nouvelles pour nos patients. Merci d'être restés avec nous. Et vous pouvez, je vous le rappelle bien sûr, revoir ces différentes sessions quand vous le souhaitez en revenant sur le site. Merci beaucoup et très bonne soirée.